Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un update lecture. J'ai lu pas mal et en fait j'ai vraiment lu pas mal. J'ai coupé cette vidéo en plusieurs vidéos, donc ne vous en faites pas si vous avez l'impression que vous voyez un haul lecture et que certaines lectures je vous dis que je les ai déjà lues mais qu'elles ne sont pas présentées ici parce qu'en fait j'ai vraiment beaucoup lu, donc j'ai divisé pour que ce soit des vidéos quand même, on va dire, gérables au niveau du temps. Donc voilà. Étant donné que je suis un peu dans cette effervescence de lecture, voilà, je lis beaucoup et je n'ai pas eu le temps de filmer des vidéos. Donc voilà, je me retrouve, vous ne voyez pas, mais actuellement il y a beaucoup de livres sur cette table et je tourne plusieurs vidéos qui... En fait, j'avais trop envie de vous en parler, donc voilà, je les tourne à la suite parce que j'ai un peu de temps et que j'ai très envie de vous faire ces vidéos. Donc voilà, je vais vous présenter mes dernières lectures. Donc il y a beaucoup de littérature asiatique et le reste c'est surtout de la littérature féministe. Je crois que c'est que de la littérature asiatique et de la littérature féministe, mes deux genres préférés, donc on va dire que c'est très bien. Donc le premier, c'est un immense coup de cœur, c'est de Madeleine Bourdoux. J'en ai entendu parler sur la chaîne Dantastésialite, qui est une de mes chaînes booktube préférées. Elle a toujours d'excellents conseils lecture. Donc il s'agit de La femme de Gilles aux éditions Zoé Poche. Donc Madeleine Bourdoux, c'est une très grande romancière belge. Née en 1906 et morte en 1996. Elle est très proche de Simone de Beauvoir qui va la citer dans Le deuxième sexe. Et en fait, elle n'écrit que 2 romans, donc celui-ci, La femme de Gilles et À la recherche de Marie. Les deux sont réédités très récemment aux éditions Zoé Poche. Avant, ils étaient édités chez Babel, je crois. Et donc, ce sont des récits vraiment féministes pionniers. Donc, La femme de Gilles, je l'ai lu en 2 heures. Pour vous dire à quel point ça se dévore, en fait. J'aime beaucoup les éditions Zoé, c'est toujours très agréable comme objet livre. Et en fait, de quoi ça parle? Ça parle de la femme de Gilles, même dans le titre, elle n'est pas nommée en tant que personne indépendante, en fait, qui aime immensément Gilles, son mari, qui est ouvrier dans les corons belges, et un jour son mari va la tromper, et elle va continuer à l'aimer. Et en fait, on va se demander jusqu'où peut aller l'amour absolu, vu qu'au final, elle va protéger Gilles envers et contre tout. Et c'était magnifique. Je voulais vous lire 3 passages que j'ai gardés parce que vraiment c'est sublime. On a notamment cette phrase qui vraiment m'a beaucoup touchée. Les yeux ouverts sur cette fausse promesse, Elisa s'exerça à souffrir sans pleurer. Donc c'est au moment où elle découvre que Gilles la trompe. Et justement à ce même moment, on nous dit « Et monotone, la vie qui s'écoulait tout naturellement dans le bonheur s'écoula dans le malheur tout naturellement. » Donc magnifique, c'est vraiment très beau. Et par exemple cette autre phrase qui vraiment m'a marquée, « Et cet autre jour où il rentre, la lèvre marquée d'une petite meurtrissure dont le cœur d'Elisa gardera la trace bien plus longtemps que la lèvre de Gilles. » Donc très beau, et je résiste pas à l'idée de vous en lire encore une. Gilles souffre par Victorine, Elisa souffre par Gilles, et de cette même douleur naît leur connivence. Donc voilà, je ne saurais vous dire, à part lisez-le, si vous aimez, si vous vous intéressez au féminisme, si vous suivez cette chaîne, normalement oui, si vous vous intéressez à la littérature du début du XXe, si vous vous intéressez à la littérature belge, la littérature que je ne connais pas très bien et que j'ai envie de découvrir, lisez-le. Vraiment, c'est un ouvrage sublime. Je regrette qu'on n'en parle pas plus parce que vraiment, j'ai été transportée. J'ai couru acheter À la recherche de Marie parce que vraiment, j'ai envie d'en lire plus et en même temps, ça me rend très triste de me dire qu'après À la recherche de Marie, j'aurais lu tout ce qui est les 2 romans de Madeleine Bourdoux. Donc voilà, je vous le conseille. Je ne saurais vous le conseiller suffisamment, tellement c'était génial. Ensuite, un autre très gros coup de cœur, j'ai lu L'âge heureux de Sigrid Undset. Donc Sigrid Undset est une Norvégienne, oui, une Norvégienne, qui est née en 1882 et morte en 1949. Et c'est une grande voix de la littérature norvégienne qui a obtenu le prix Nobel, comme vous le voyez sur le petit... je sais jamais comment ça s'appelle, si vous savez, dites-moi, je sais pas. C'est un peu la honte pour une bibliothécaire, mais bon.
Donc c'est une romancière et polémiste, et elle obtient le prix Nobel en 1928. Donc je l'ai lu sur les conseils de Nabolita, une booktubeuse que j'aime vraiment beaucoup, et je crois aussi dans Test et Élite, sauf erreur. J'ai très envie, en fait, globalement j'adore la littérature féministe 19e, 20e, anglaise. J'ai envie en fait de découvrir cette littérature féministe au sein d'autres pays, notamment européens parce que voilà, mais aussi d'autres pays tout simplement. Et bah, du coup ce livre tombe parfaitement à pic parce que j'ai envie de découvrir, bah, tout comme Madeleine Bourdoux d'ailleurs, hein, pour la Belgique, mais justement cet ouvrage me permet de découvrir à la fois la littérature norvégienne que je connais très très peu, et cette littérature belge, et puis cette littérature féministe. Donc ça parle de quoi? On va suivre Ouni, qui est une jeune fille qui rentre à l'âge adulte, et en fait Ouni, elle cherche à préserver son indépendance. Elle veut devenir comédienne. Elle est fiancée, elle aime son fiancé, mais son fiancé ne la comprend pas. En fait, personne ne la comprend vraiment, et en tout cas elle a l'impression qu'on ne la comprend pas. Et elle va chercher en fait à se libérer de tous les carcans imposés à la femme norvégienne du début du XXe. C'était magnifique, c'était très 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 poignant. On parle notamment du suicide, à un moment donné je trouvais que c'était très bien amené. Il y a un petit côté Madame Bovary parce qu'au final, Ouni, à la fois on l'apprécie, en même temps on a quand même envie de lui dire satisfais-toi de ce que tu as. Honnêtement, j'ai adoré. Je vais lire Jenny, qui est un ouvrage beaucoup plus gros de Sigrid Undset, aussi aux éditions, traduit aux éditions comme Bourakis, qui va parler d'un destin d'une femme qui va avoir une relation avec le père de son amant, si j'ai bien compris. Donc là aussi, quelque chose qui a fait un incroyable scandale. Et je me réjouis beaucoup de découvrir la littérature norvégienne que je ne connaissais pas, et qui me plaît pour l'instant beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu de Marie Testou, Marie-Lou le Monde, donc aux éditions Le Tripode, qui est une sorte de... Donc eux ils disent un vertige amoureux, un roman, moi je dirais un très long poème. Vous voyez, c'est vraiment en fait un poème. Donc l'édition est très belle, c'est très agréable à lire. Ça se lit en 1 heure, ça se lit vraiment très très vite. Et en fait, je crois que c'est un ouvrage plus ou moins autobiographique de l'autrice Marie Testou, qui va raconter la rencontre de 2 adolescentes de 17 ans, je crois, dans le sud de la France pendant les vacances. Il y a une représentation, en tout cas métisse, peut-être afrodescendant. Je n'en suis pas sûre, mais il me semble. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, et en même temps j'ai trouvé que c'était beaucoup trop court, parce que le temps que je me mette dedans, en fait il faut quand même apprivoiser cette écriture qui est quand même sous forme de poème, et en même temps d'une histoire plus ou moins suivie. Le temps qu'on s'habitue, en fait c'est déjà fini. J'ai beaucoup aimé la plume de Marie Testou, donc je lirai ses prochains ouvrages si elle en écrit d'autres. Je vous le conseille parce que c'est un livre sur la représentation lesbienne très intéressant, sur une histoire d'amour que j'ai trouvé très belle. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu court et je le regrette quand même. Ensuite, j'ai lu, je vais continuer par quoi? Je vais continuer par celui que je brûle de vous présenter depuis un moment, une énorme brique, vraiment une énorme brique, les pages sont très très fines, et il y a 839 pages. Et c'est écrit très petit à l'intérieur, donc c'est une énorme brique. Qui m'a accompagnée un petit moment. Donc Un voyage à Pékin, le triomphe de la vie, de Lin Yu Tang, aux éditions Piquet Poche, traduit par François Fosca. Ah d'accord, ils ont traduit la version anglaise. Bon, je comprends pas, c'est absolument énorme. Donc Lin Yu Tang, je vous avais présenté le premier tome de Un moment à Pékin, qui est vraiment un énorme coup de cœur, qui va présenter en fait le destin de plusieurs familles de la haute société chinoise au moment de la fin de l'Empire, et donc ceci se passe avec les mêmes familles, avec leurs enfants, au moment du passage de l'effondrement en fait de l'Empire. Donc Chiang Kai-shek, etc., etc., les révolutions étudiantes, etc., etc., et c'était prodigieux. J'ai absolument adoré.
Celui-ci, comparé au premier qui vraiment s'intéressait beaucoup au destin des femmes, celui-ci s'intéresse aussi énormément au destin de ces femmes chinoises. Il y en a notamment qui ont les pieds bandés, d'autres qui ne les ont déjà plus, etc. etc. On suit notamment Mulan, qui est plus ou moins l'héroïne, qui est une chinoise qui refuse de rentrer dans le moule de la très très bonne société chinoise. Donc on continue à se concentrer là-dessus. Toutefois, il y a de très longs passages extrêmement pro-communistes qui sont un petit peu... enfin, je ne connais pas les opinions politiques de Lin Yutang, je ne me permettrai pas de présumer de ses opinions politiques, mais à la lecture, ça faisait un peu forcé. Ça faisait vraiment... Bon, il y a un premier tome de 800 pages où il présente les beautés de la culture confucianiste, etc., etc. Et là, dans celui-ci, tout d'un coup, il y a de très longues envolées d'une dizaine de pages sur les beautés, la nécessité d'arrêter le mode de vie impérial et de se lancer dans le communisme, etc. Bon, après 800 pages du premier tome où il vous dit à quel point cette société est fine et magnifique, c'est étrange. Donc bon, toujours est-il, je pense que c'était, à mon humble avis, sans du tout connaître la vie de Lin Yutang, j'ai l'impression que c'était pour éviter la censure en Chine, ce que je comprendrais parce que c'est un auteur quand même contemporain, mais c'était excellent. Je vous avoue qu'au bout au bout de 300 pages, j'ai sauté les passages extrêmement pro-communisme parce que bon, c'était un peu lourd au bout d'un moment, mais l'histoire est sublime. Vraiment, si vous souhaitez un très long roman fleuve où vous découvrez toutes les merveilles et la richesse en fait de la société chinoise sous l'Empire et après la chute de l'Empire, je vous le conseille. Il y a aussi les mentions des... Parce qu'en fait, ça, on va dire qu'il y a à peu près 30 ans qui se passent dans ce livre-ci et 30 ans dans le livre précédent. Et là, on va aussi parler évidemment du massacre de Nankin et des horreurs perpétrées par les Japonais, parce que même si c'est des familles influentes, ben, elles perdent tout après la chute de l'Empire. Et ça aussi, c'était très bien fait, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et donc, je vous le conseille très très fortement. J'ai absolument adoré. Sachez tout de même qu'il y a une dimension patriotique dans celui-ci qu'il n'y avait pas du tout dans le premier. Donc voilà, mais en tout cas le premier je vous le conseille 1000 fois. Vous n'êtes pas obligé de lire le tome 2, si vous voulez lire juste le premier, ben, je vous encourage parce que vraiment j'ai adoré. Mais si le 2 vous intéresse aussi, il vaut aussi clairement le coup. Ensuite, j'ai lu Si j'avais ton visage de Frances Cha, donc aux éditions Hauteville, qui est une collection d'éditions Brèche Jeune. Donc de quoi ça parle? Ça parle de 4 femmes qui vivent dans le même immeuble, qui sont 4 coréennes, on va dire pas pauvres, mais disons qui ne sont pas non plus dans la classe moyenne, qui vont chacune à leur manière avoir un rapport particulier à la chirurgie esthétique et au fait que la société sud-coréenne pousse les femmes à s'embellir entre gros guillemets grâce à la chirurgie esthétique pour accéder à un meilleur statut social. C'était assez glaçant. Ça parle aussi beaucoup de la maternité. C'était assez glaçant, très intéressant. J'adore avoir en fait un point de vue, Frances Cha est coréenne, donc j'adore avoir le point de vue des personnes concernées en fait sur leur propre société, même si je crois que Frances Cha vit aux États-Unis. Donc c'est un ouvrage vraiment intéressant sur toute cette culture de la chirurgie esthétique, très très présente en tout cas à Séoul. Donc je vous conseille très très fortement, c'était très bien, ça se lit très très vite en fait. C'est vraiment, ça se lit très 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 bien, donc chaude recommandation. Ensuite, j'ai lu un ouvrage qui m'a absolument bouleversée. J'ai lu Deux Coréennes de Céline et Ji-hyun Park. Je m'excuse de la prononciation pour les noms coréens. Donc Deux Coréennes, souvenirs du pays d'où l'on ne peut s'échapper, aux éditions Libretto. Et donc en fait, ça parle de deux Coréennes, une Sud-Coréenne qui travaille, on va dire, dans les organisations internationales, et une Nord-Coréenne qui s'enfuit de Corée du Nord. Elles vont se rencontrer et après plusieurs rencontres, parce qu'il leur faut du temps, parce qu'évidemment les Nord-Coréens sont élevés avec l'idée que les Sud-Coréens sont leurs ennemis,
et les Sud-Coréens sont élevés avec l'idée que les Nord-Coréens sont leurs ennemis. Finalement, la Coréenne du Nord demande à la Coréenne du Sud de l'aider à écrire son histoire. Et donc c'est l'histoire de son enfance en Corée du Nord, des années 70 à 90, je dirais, de sa révolte, du fait qu'elle va s'enfuir, et suite à ça, va lui arriver beaucoup de choses. Elle va nous parler de son enfance en Corée du Nord lors de la grande famine des années 80, où elle devient professeure à l'époque d'école primaire, et elle voit ses élèves morts dans la rue, sur le chemin de l'école, notamment. Donc c'est un ouvrage très dur, je mets quand même un trigger warning si les camps de concentration, si ce genre de choses, si la malnutrition, la mort de jeunes enfants, etc. vous pose problème, ne lisez pas ce livre, parce qu'il est vraiment très dur. Mais c'était si intéressant d'avoir un témoignage de la Corée du Nord, parce qu'on en a très peu. C'était courageux, et en même temps j'ai adoré le fait qu'une Coréenne du Sud en fait donne aussi ses propres émotions par rapport à ce qu'elle entend de cette Coréenne du Nord, et parfois ça ne correspond pas à ce qu'elle-même a appris. Et c'est très beau. Il y a notamment des réflexions sur le choix des mots, où en fait la Coréenne du Nord explique à la Coréenne du Sud que seule une Coréenne peut comprendre les mots qu'elle va utiliser pour parler de cette horreur. Donc fabuleux, vraiment, c'est un livre à lire, je vous conseille très fortement, mais attention, même s'il est très court, il est très poignant et vous aurez du mal à en sortir. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de mal. Mais je vous conseille 1000 fois. Et j'adore les éditions Libretto parce que vous voyez, il se plie, mais la tranche ne se casse pas, et vous avez vraiment toute la page qui est exploitée pour le texte, ce qui rend la lecture très agréable, je trouve. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu de Gong Ji-young, ma très chère grande sœur. Donc ça raconte l'enfance donc aux éditions Piquier, traduit du coréen par Lim Yeong-ki et Stéphanie Folleboucht. Et de quoi ça parle? Ça parle de l'écrivaine Gong Ji-young, donc c'est un récit autobiographique qui a notamment écrit Nos jours heureux, qui est aussi aux éditions Piquier, qui a été adapté en film sur Netflix. Donc si jamais Nos jours heureux, c'était l'histoire vraie de ce centre pour jeunes, pour enfants sourds-muets qui ont été victimes de sévices sexuels. Et donc là, ce récit autobiographique se concentre en fait sur la grande sœur, entre guillemets, de l'autrice, Bong-soon, qui est une enfant qui a subi 1000 sévices et qui va se retrouver plus ou moins adoptée par la famille de Gong Ji-young, qui en fait en font une esclave. Et Gong Ji-young a grandi dans les bidonvilles en Corée du Sud. Et c'était très intéressant parce qu'on a vraiment ces parcours de femmes absolument terribles. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais c'est absolument horrible. Enfin, Bong-soon est très courageuse et c'est terrible. Et en même temps, sur les bidonvilles en Corée, parce que je vous avoue que l'image de la Corée qu'on a toujours, c'est la K-pop, pardon, les paillettes, une société ultra avancée technologiquement, mais il y a des bidonvilles en Corée, et donc c'était très intéressant. Je vous conseille très fortement, ça nous dépeint une Corée qu'on n'a pas l'habitude, il se lit très bien, très rapidement. La traduction est très bonne, pour ce que je peux en juger, parce que je ne parle pas coréen. Donc voilà, et il y a un joli message d'espoir quand même, doux amer, mais un espoir quand même, donc chaude recommandation aussi. Et enfin, j'ai lu de Kim Ye-seol, Bienvenue, aux éditions Piquier, traduit lui aussi par Lim Yeong-ki et la Françoise Nagel. C'est un coup de cœur. En fait, ça parle de quoi? Ça parle de Yoon Young, qui est prête à tout pour avoir une vie meilleure. Elle vit dans un petit appartement d'une pièce avec son mari qui est un bon à rien, et leur fille qui a un problème. On ne sait pas vraiment quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ce nouveau-né. Et il meurt presque de faim en fait, et elle va décider, pour sauver sa famille, de devenir serveuse, et en fait elle se retrouve, sans le vouloir, dans un réseau de prostitution. Et c'était magnifique. C'était magnifique parce qu'on a vraiment l'image, donc c'est dans la Corée aujourd'hui, on a vraiment l'image de cette femme qui aime son enfant plus que tout, qui veut vraiment le mieux pour son enfant, et parce que la Corée du Sud empêche en fait notamment les soins. En fait, ils ont un système comme aux États-Unis où vous devez payer avant d'obtenir les soins. Ce qui fait que des gens se laissent mourir ou ne se soignent juste pas parce qu'ils n'ont pas les moyens.
Donc il y a une vraie dénonciation de ça dans ce livre, et notamment le père de l'autrice a un cancer et ne pourra pas se faire soigner et va mourir de son cancer. Donc vraiment il y a une forte composante de dénonciation de cela dans le livre. Donc si ce sont des sujets sensibles, je ne vous le conseille pas, mais vraiment c'était un ouvrage poignant de cet amour maternel qui vraiment transcende tout. Et j'ai absolument adoré parce qu'elle subit vraiment les pires choses, aussi de la part de son mari, qui est vraiment une des personnages que j'ai le plus détesté dans ma vie, mais elle reste concentrée sur le fait qu'elle aime sa fille, qu'elle aime son mari aussi malgré tout, et qu'elle veut s'en sortir, et c'est magnifique. Donc vraiment magnifique, 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 je vous le conseille très fortement, en plus ça se lit vite, donc voilà, lisez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures, donc vraiment de très bonnes lectures en ce début d'année, même si on est déjà en mars au moment où je filme cette vidéo, mais vraiment de très 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 bonnes lectures. J'espère que le reste de l'année continuera sur cette voie, parce que vraiment c'est super agréable d'avoir d'aussi jolies lectures. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures en commentaire. J'adore vous lire. Ma liste d'achats ne cesse d'augmenter grâce à vous, donc c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!